Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une décision de justice qui a fait couler beaucoup d'encre. L'acquittement des anciens dirigeants de TPCO après Fukushima. Oui, un dossier vraiment marquant. On a sous les yeux un résumé juridique qui retrace un peu les faits, les jugements. L'idée, c'est de comprendre. Essayez de comprendre, oui. Comment est-ce possible qu'avec une étude interne qui prédisait un tsunami potentiellement énorme, ces dirigeants aient été jugés non coupables pénalement? C'est la question centrale. Ça paraît fou, non? On parle d'une vague de plus de 15 mètres anticipée et au final, pas de négligence criminelle retenue. Comment on explique ça? C'est là qu'on entre dans le vif du sujet juridique. Alors, pour commencer, l'accusation, c'était quoi exactement? Alors, on avait 3 ex-dirigeants. Ils étaient poursuivis pour négligence professionnelle ayant entraîné la mort et des blessures. C'est grave. Oui, évidemment. Et le reproche concret. Le reproche principal, c'était de ne pas avoir pris les mesures de protection nécessaires. Pas de digue plus haute, par exemple. Ou même, mesure plus radicale, suspendre l'exploitation de la centrale. Exactement. Ne rien faire ou ne pas arrêter. Alors que selon l'accusation, ils auraient dû prévoir qu'un tsunami pouvait dépasser la hauteur de sécurité du site, qui était fixée à OP plus 10 mètres. OP plus 10 mètres, donc le niveau par rapport à la mer. C'est ça. Et les conséquences, on les connaît malheureusement. L'inondation, la perte d'alimentation électrique, la fusion des cœurs, les explosions d'hydrogène. Terrible. Et cette prévisibilité, elle reposait sur quoi? Il y avait cette fameuse estimation de 2008? Oui, c'est le point clé de l'accusation. Une estimation commandée par TEPCO elle-même en 2008. Et elle disait quoi? Elle envisageait une vague potentielle de OP plus 15,7 mètres. Un chiffre précis quand même. 15,7 mètres. C'est énorme par rapport aux 10 mètres de référence. Absolument. Et cette estimation, elle se basait sur des données de 2002, une évaluation à long terme de l'activité sismique faite par un organisme gouvernemental et une méthode de calcul de tsunami aussi de 2002. Donc on avait un chiffre, une étude interne, on se dit que l'affaire est pliée, non? Comment peut-on être acquitté avec ça? Eh bien, c'est là que l'analyse des tribunaux est déterminante. Et elle est peut-être contre-intuitive. Ah oui, racontez-nous. Les juges contre-intuitives. Ah oui, racontez-nous. Les juges, en première instance comme on appelle, ont estimé qu'il n'y avait pas de preuves hors de tout doute raisonnable. C'est le standard très strict en droit pénal. Hors de tout doute raisonnable, c'est-à-dire... C'est-à-dire qu'il n'était pas prouvé, avec une certitude quasi absolue, que les dirigeants pouvaient prévoir ce risque de manière suffisamment certaine et imminente pour qu'on puisse leur reprocher pénalement de ne pas avoir agi. Mais le chiffre de 15,7 mètres, Bon. justement... Le problème, c'était la fiabilité de la base de ce calcul, l'évaluation à long terme de 2002. Elle n'était pas fiable. Disons que sa fiabilité était contestée, et même jugée faible à l'époque, y compris par l'organisme qui l'avait produite spécifiquement pour la zone au large de Fukushima. Ah, d'accord. Il y avait des incertitudes importantes sur les modèles sismiques pour cette région précise, et cette évaluation n'avait pas été officiellement intégrée dans les mesures de prévention obligatoires. Donc un document existait, mais sa portée scientifique et réglementaire était limitée à l'époque. C'est ça. Il y avait aussi des questions techniques, des doutes sur la cohérence entre cette vieille évaluation sismique et la méthode de calcul du tsunami plus récente. Je vois. Donc même si le chiffre de 15,7 mètres existait dans un rapport TEPCO, son fondement était jugé trop fragile. Trop fragile, ou en tout cas pas assez certain pour obliger pénalement les dirigeants à prendre une mesure aussi drastique que l'arrêt complet d'une centrale nucléaire. Avec toutes les conséquences que ça implique sur la fourniture d'électricité, j'imagine. Exactement. La justice a fait une distinction très nette ici, entre une prévision scientifique, même alarmante, et ce qu'on appelle une possibilité réaliste, qui est suffisamment certaine pour engager la responsabilité pénale individuelle des dirigeants s'ils n'agissent pas. C'est une nuance capitale. Le risque scientifique et la certitude juridique pour une condamnation pénale, ce n'est pas la même chose. Tout à fait. C'est ça qui explique l'acquittement sur le chef d'accusation principal. Ne pas avoir pris de mesures ou suspendu l'exploitation. D'accord. C'est plus clair. Mais vous disiez que l'histoire ne s'arrêtait pas complètement là. Non, Ne s'arrêtait pas complètement là. non, effectivement. La Cour suprême, en confirmant l'acquittement sur cette base, a quand même soulevé un autre point intéressant dans une opinion complémentaire. Lequel? Ça concerne une autre obligation de TEPCO. Pas celle d'agir directement contre le tsunami, mais celle de signaler cette fameuse estimation de 15,7 mètres à l'autorité de sûreté nucléaire, la NISA. Ah, une obligation de communication. Oui,
issu de nouvelles directives sur la sécurité sismique datant de 2006. TEPCO aurait dû transmettre ce rapport de 2008 sans délai. Et ils ne l'ont pas fait? Ils l'ont transmis, mais seulement le 7 mars 2011. 4 jours avant le tsunami? Exactement. Beaucoup trop tard. Et quel aurait été l'impact d'un signalement plus rapide? Alors, c'est là qu'intervient l'hypothèse de la Cour suprême. L'opinion suggère qu'un signalement rapide aurait pu déclencher une réaction de la NISA. Le régulateur aurait pu intervenir. Peut-être. La NISA aurait pu par exemple exiger des mesures ou même ordonner l'arrêt temporaire des réacteurs. Pour leur inspection périodique obligatoire, ça arrive tous les 13 mois, en attendant que TEPCO se mette en conformité. Ce qui aurait pu éviter l'accident, même sans nouvelle digue construite. C'est l'hypothèse soulevée, oui. Ça met en lumière le rôle absolument crucial de la transparence et de la communication rapide entre l'opérateur nucléaire et le régulateur. Mais si ce manquement au signalement était si important, pourquoi ça n'a pas changé le verdict final? Pourquoi l'acquittement a-t-il été confirmé? Tout simplement parce que ce point précis, le retard dans le signalement, ne faisait pas partie de l'accusation initiale. Ce n'était pas dans la cause d'action, comme on dit en droit. Voilà. Le procureur n'avait pas basé ses poursuites là-dessus, et les tribunaux ne peuvent juger que sur les faits précis qui leur sont soumis par l'accusation. Ils ne pouvaient pas condamner pour quelque chose qui n'était pas reproché au départ. D'accord. C'est une question de procédure, en somme. En partie, oui. Bon alors, si on résume, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? L'acquittement pénal s'explique par ce seuil de preuve très élevé, ce fameux hors de tout doute raisonnable, concernant la prévisibilité du danger. Exactement. Les juges ont estimé que ce seuil n'était pas atteint pour prouver une négligence criminelle dans le fait de ne pas avoir arrêté la centrale face à une menace jugée incertaine à l'époque. Mais, en parallèle, toute l'affaire soulève cette autre question hyper importante de la responsabilité liée au retard de communication d'une information de sûreté critique. Tout à fait. Et ça ouvre une réflexion bien plus large. C'est-à-dire? Ça pose la question de savoir comment nos systèmes, que ce soit les entreprises à haut risque, les régulateurs ou même le cadre légal, peuvent mieux faire. Comment mieux intégrer et surtout comment agir à partir d'évaluations de risques, même si elles sont incertaines. Surtout quand les conséquences peuvent être catastrophiques. Précisément. Au-delà de chercher des coupables individuels avec les critères stricts du droit pénal, comment peut-on collectivement renforcer la prévention? Comment faire pour que des signaux d'alerte, même considérés comme faibles ou incertains sur le moment, soient mieux pris en compte? C'est une question fondamentale pour éviter de futures catastrophes, j'imagine. Absolument. Comment améliorer la gestion des risques face à l'incertitude quand les mécanismes formels de décision ou de signalement montrent des failles? C'est une réflexion essentielle pour l'avenir, bien au-delà du cas de Fukushima.